Il y a des célébrités qui font l'unanimité et c'est le cas ici. Tout le monde vous le dira, Meryl Streep est extraordinaire. Depuis les années 80, elle est parvenue à rester au sommet d'une industrie qui jette habituellement les femmes de plus de 40 ans. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi est-elle si ancrée dans notre pop culture ? Au-delà de ses 3 récompenses sur 21 nominations aux Oscars, ses 9 Golden Globes et même son César, comment est-elle parvenue à trouver cette place d'icône du cinéma ? On va le découvrir ensemble. Je suis Xavier Del Fuego, bienvenue dans Iconique. I don't feel like an icon. It's crazy. Iconic and amazing people. J'ai été une idole. I do think I am a goddess. On me considère comme un symbole sexuel. Legendary. Iconic. That is what style icons do. C'est un don qu'on a. A legend in the making. Obama. Bonjour à tous, bienvenue dans Iconique. Alors Iconique, vous le savez peut-être déjà, c'est votre condensé de pop culture qui questionne la place de certaines personnalités que l'on peut qualifier d'iconiques. C'est le but dans notre société. Et c'est une fois par mois sur toutes les plateformes. Je suis très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui un thème qui me touche particulièrement. Meryl Streep, une actrice que je pense que vous connaissez un peu déjà, mais que vous allez redécouvrir, je l'espère, avec moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux d'Iconique où vous pourrez commenter, proposer de nouveaux thèmes, donner votre avis, etc., etc. Principalement Facebook et Instagram @IconiquePodcast, mais aussi sur YouTube où vous pourrez voir les images dont je vous parle, même si à l'audio ça fonctionne parfaitement. Avant même de commencer à préparer ce podcast, je savais que j'adorais Meryl Streep et pourtant je ne connaissais rien de sa vie, enfin relativement peu de son œuvre. Pour moi c'était principalement Le Diable s'habille en Prada et Mamma Mia, iconique, et puis tous les Oscars évidemment et tout ce qu'elle a fait, j'en avais vu d'autres évidemment, mais je résumais un peu Meryl Streep malheureusement à ça. Et pourtant, malgré le peu de connaissances que j'avais beaucoup de sympathie pour elle, de l'admiration pour cette actrice, et je veux pas un peu vous spoiler, évidemment j'ai préparé ce podcast, je ne veux pas un peu vous spoiler de la suite, mais l'écriture de ce podcast n'a fait que cocher toutes les cases et de l'admiration s'est transformée en adoration. Et alors bizarrement, quand on parle de Meryl Streep, la plupart des gens sont comme moi, on l'adore. Et au pire du pire, elle laisse indifférent. C'est un peu la Beyoncé du cinéma, mais un peu la même chose chez Beyoncé. Mais pourquoi ? Je posais la question en préambule, pourquoi est-elle si adorée et adulée tant par le public, nous, que par les professionnels du cinéma ? Je vais essayer de vous dire pourquoi et de peut-être renforcer également ce sentiment qui vous lie à elle. Et pour cela, on va parler de son talent en première partie, de son engagement en deuxième partie, et enfin, la réponse à la fameuse question « Pourquoi l'aimons-nous tant ?» C'est parti ! Alors la première partie, et c'est évidemment la base de tout, son talent, puisque c'est ça qui, 1, l'a permis de percer, qui, 2, l'a permis de collecter toutes ses récompenses, et qui, 3, l'a permis de surtout rester aussi longtemps dans le game, plus de 40 ans de carrière. Et son talent, vous allez le voir, il peut se résumer dans sa versatilité, et le fait qu'elle puisse littéralement tout faire. C'est ce qu'il a élevé au rang d'icône du cinéma. Et pourtant, au début, ce n'était pas gagné d'avance. C'est une histoire assez connue des débuts de Meryl Streep, elle en a parlé plusieurs fois. Il faut savoir qu'à la base, Meryl Streep, c'est une actrice de théâtre. Elle était new-yorkaise et se destinait donc naturellement à Broadway, mais on l'a tout de même convaincue, en 1976, de passer une audition pour le remake du film King Kong, qui était alors réalisé par Dino De Laurenti Sr. Alors, elle était un peu connue déjà dans le monde du cinéma new-yorkais, on avait déjà fait l'éloge de Meryl Streep dans plusieurs papiers, mais elle était inconnue d'un public plus large et notamment dans le cinéma, et notamment de Dino De Laurenti Sr. qui était totalement irrespectueux avec elle. Lorsqu'elle s'est présentée pour un casting, avec son visage aujourd'hui connu de tous, mais Dino lui n'était vraiment pas impressionné, à un tel point qu'il l'aurait dit en italien à son fils « Che brutta ». Pourquoi est-ce que tu m'apportes cette chose horrible. Et cette chose, c'était Meryl Streep. Et cette chose parlait italien. Et a tout compris. Elle a alors répondu en italien avant de partir qu'elle était désolée de ne pas être assez belle. So I said to him, mi dispiace molto, but I understand what you're saying. I'm sorry I'm not beautiful enough to be in King Kong. Ce n'est évidemment pas la première ni la dernière fois que Meryl sera remerciée, mais cette histoire illustre bien la personnalité de Meryl Streep. Une femme intelligente, toujours gracieuse, même sous pression, et la pointe d'humour face à la misogynie qui a jalonné sa carrière et toutes les autres actrices de son temps, et encore d'une autre,
malheureusement, on va pas se mentir. Son premier rôle, c'est d'ailleurs toujours au théâtre qu'elle le doit, puisque c'est là qu'elle a été repérée, et elle s'est alors retrouvée dans un film ô combien symbolique, en jouant Julia, une femme résistante de la Deuxième Guerre mondiale, aux côtés de Jane Fonda. L'actrice et activiste la prendra sous son aile et l'aidera pour sa première expérience cinématographique. After we wrapped that movie, I found out she'd gone back to California and told everyone who would listen about this girl with a weird last name. And opened more doors than I probably even know about today. Au début, Meryl Streep a dû se faire une place alors dans le métier. Vous voyez que c'était pas facile. Son agent, et Jane Fonda du coup, assurait qu'elle était parfaite pour tel ou tel rôle, mais peu de gens la croyaient. Et c'était le cas pour un film qui va quand même lui accorder son premier Oscar d'une longue série. Kramer contre Kramer, un film incroyable sur le divorce que je vous conseille. Mais sur le tournage, c'était pas si facile parce que le réalisateur Robert Benton et son coéquipier Dustin Hoffman ne connaissaient pas encore le talent de Meryl Streep et il y avait beaucoup d'incertitudes face à sa capacité de performer ce rôle. Le réalisateur s'est inquiété plus d'une fois sur le tournage jusqu'à enfin se rendre compte qu'il avait devant lui une des meilleures actrices de sa génération, si pas une des meilleures actrices du cinéma tout court, à un tel point que le contrôle qu'elle avait sur son jeu lui faisait peur, c'est lui qui le dit, et Dustin Hoffman, lui, craignait carrément que l'actrice ne lui vole la vedette, au point d'en faire trop sur certaines scènes pour rester dans la lumière, et son talent a été très vite reconnu par les professionnels de cinéma, puisque ce rôle lui vaudra son Oscar, son premier Oscar pour meilleure actrice dans un second rôle, au cas où Dustin Hoffman ne lui aurait pas fait comprendre que oui, elle était le second rôle et c'était lui, le premier rôle. Lui l'aura pour meilleur acteur. Et si vous ne l'avez pas vu, pitié, regardez-le. Ce film est incroyable. Et même pour l'acteur qui joue le fils des deux parents au sein du divorce, qui lui est incroyable et qui a même, lui, été nommé aux Oscars alors qu'il n'avait même pas encore 10 ans. Mais au fil des années, les Oscars, elle les connaîtra très très bien puisqu'elle a un record de nominations et pas moins de 3 récompenses à son actif, ce qui deviendra un running gag des Oscars. When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh no, oh come on, why? Her, again, you know? But whatever. Par la suite, elle voulait un film loin de New York pour éviter de se laisser piéger dans un rôle et surtout retrouver la raison pour laquelle elle voulait jouer, à savoir s'amuser. I certainly wanted to have more fun with my career. And so I looked for opportunities, yes, to screw with how I looked, how I sounded. It was conscious in a way because I thought, I'll die. I'll die if I can't beam and throb and make a mess and all the things that are wonderful about acting. C'est là qu'arrive The French Lieutenant's Woman, où elle joue une actrice américaine qui joue une anglaise du 19e siècle. 2 rôles en un, donc, où l'on découvre son habileté à recréer des accents à la perfection. C'est la première fois qu'on retrouve cette habileté chez Meryl Streep qui sera sa patte. On l'attendait au tournant, d'autant plus que c'était son tout premier rôle. Et c'est bel et bien ce rôle de Sarah dans The French Lieutenant's Woman qui a fait d'elle une actrice destinée aux rôles principaux et donc, contre ses propres attentes, à une star du grand écran. Et pourtant, looking back, elle n'aime pas trop la performance qu'elle a donnée dans ce film. I was young and new at this. I wasn't as pleased as I could. I didn't feel like I was living it. You always want to do something better after the fact, but you know. Elle ajoutera même qu'elle ne se trouvait pas du tout belle en brune et pendant des années, elle a douté de sa beauté, de son charme. Elle voulait être plus belle et on la comprend puisqu'elle évoluait dans une industrie obsédée par la beauté et la jeunesse, mais malgré elle, sa beauté à elle, un peu moins normalisée par rapport à d'autres actrices de son temps, lui a permis de durer plus longtemps. Et d'ailleurs, les femmes d'Hollywood qui ne jouent que pour être, entre guillemets, jolies, malheureusement, ont parfois du mal à se réinventer. Au-delà de 40 ans, elles sont remplacées par des actrices plus jeunes. Alors aujourd'hui, ça tend à changer un peu, mais on peut penser à Debra Winger, Jessica Lange ou encore Kathleen Turner qui étaient très célèbres en même temps que Meryl et dont on n'entend plus parler aujourd'hui, ou même plus proche de nous, Megan Fox, qui ne tourne pas autant qu'avant. Par la suite, elle jouera Sophie Zawistowski dans Le choix de Sophie, qui est sans nul doute le personnage le plus complexe de sa filmographie. Elle a évidemment eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, un rôle qui lui a demandé beaucoup de travail. Ici, on a réellement compris sa capacité à recréer n'importe quel accent, et en l'occurrence
le polonais. Et la communauté d'acteurs doit beaucoup à Meryl Streep puisque c'est à partir de ce film que les acteurs ont porté de plus en plus attention à l'entraînement de différents accents et dialectes. C'est vu comme une route assurée vers l'Oscar, ça l'est encore aujourd'hui. En ça, elle a complètement reshapé une partie de l'industrie et carrément créé de nombreuses vocations en vocal coaching, accent coaching, dialect coaching, etc. Pour les spectateurs, c'était gage de qualité. Et aussi, le métier d'acteur était enfin vu comme un vrai métier. Ça a légitimé un peu le travail de l'acteur, mais ça a également été un gage de qualité pour les spectateurs. Et dans ce film, ce qu'on retient aussi, c'est que Meryl Streep n'est en réalité plus du tout dans le film. Elle est devenue réellement Sophie, cette survivante polonaise d'Auschwitz et personne d'autre. Et même le réalisateur du film était étonné sur le tournage à quel point elle arrivait à retranscrire des émotions aussi poignantes. Et souvent sur les plateaux des films de Meryl, les costards témoignent que lorsqu'ils ont travaillé avec elle, il leur est arrivé toujours un moment où ils ne voient plus vraiment l'actrice, mais réellement la personne qu'elle joue. Par exemple, si vous jouez son amant, vous allez tomber amoureux d'elle. Si elle joue la méchante, vous aurez peur d'elle. Si elle joue votre amie, vous devenez ami. Le réalisateur Mike Nichols, qui a travaillé plusieurs fois avec elle, a déclaré qu'il n'avait jamais vu ça avec une autre actrice ou un autre acteur. Et par la suite, elle a joué de nombreux rôles différents où ses collègues ne voyaient plus du tout Meryl Streep, mais vraiment le personnage qu'elle incarnait. Il y a eu Karen Silkwood, l'histoire vraie d'une lanceuse d'alerte qui se battait contre une usine de plutonium qui fera écho à un autre combat de Meryl Streep, le nucléaire. Le biopic sur la danoise Blixen dans Out of Africa où le réalisateur avait vraiment l'impression d'être face à une danoise. Ou encore Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada qui impressionnait ses collègues Anna Thaoué et Emily Blunt. I mean, I'm not insane. I do know that I'm acting. But you forget about it. Yeah. You kind of, when you're doing it right, there's a thrilling suspension of the day-to-day and you're in someone else's head. Et pourtant, selon Meryl, jouer n'est pas devenir une autre personne, mais plutôt trouver des similarités dans ce qui semble être différent. Et c'est sa force quand on regarde sa filmographie. Chaque rôle est une identité complètement différente. Si on met les personnages qu'elle a joués l'un à côté de l'autre, vous allez voir que rien ne se ressemble. Mais on y trouve quand même un peu d'elle à gauche, à droite. Chez Joanne Kramer, dans Kramer vs Kramer, on peut y retrouver son indépendance en tant que femme. Chez Miranda Priestly, son perfectionniste, chez Karen Silkwood, son combat contre certains sujets écologiques. Les exemples ne manquent pas, je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin du podcast. Mais au fur et à mesure de ses performances, les gens ont commencé à se lasser. Les gens trouvaient qu'elle souffrait trop dans ses films, qu'il serait bon pour elle si elle faisait un peu plus rire. C'est une femme après tout, donc il ne faut pas qu'elle soit trop sérieuse bien sûr. Son jeu était vu comme trop technique, trop parfait, mais surtout redondant. Et arrivée à 40 ans, Meryl était persuadée pour elle que c'était fini. D'autant plus que passé ses 40 ans, elle a reçu 3 scénarios, une fois 40 ans passés, pour jouer une sorcière. Le seul rôle possible pour une femme au-delà de cet âge apparemment, selon le patriarcat, et ses collègues de son âge vivaient des moments très particuliers. Sally Field, par exemple, une autre grande actrice, avait 47 ans quand on lui a proposé de jouer la mère de Tom Hanks dans Forrest Gump, alors que 6 ans plus tôt seulement, elle jouait son flirt dans Punchline. Meryl Streep a alors pris la parole sur ce sujet en 90 à la conférence des femmes du Screen Actors Guild. Même si le message résonnait, la plupart des autres actrices ont pris leur distance. Tout le monde ne pouvait pas se permettre de challenger le système comme l'a fait Meryl Streep. Malgré tout, elle a ouvert la voie pour d'autres actrices de parler de ce sujet des années plus tard, même si le problème est toujours présent. 48 was really, you were just getting the shovel ready to go in. Has it changed or are you just exceptional? I think it's changing. I think I'm forging a path. I think I'm out there on behalf of all the old broads and I'm proud to be there. And some people are happy about it, some are not. So screw them. Tout cela aidant, elle a opéré un changement radical dans sa filmographie à partir de la fin des années 80 en jouant des comédies. She Devil, Postcard from the Edge, mais surtout Death Becomes Her, La mort vous va si bien, une comédie complètement délurée, sur des femmes qui ne veulent pas vieillir et où elles se battent uniquement pour attirer l'attention des hommes. Alors c'était un ovni à l'époque qui est devenu culte depuis, n'a pas super bien marché à l'époque, mais aujourd'hui beaucoup de gens le re-regardent parce que c'est vraiment incroyable, mais les réalisateurs et d'autres acteurs avaient peur à l'époque. Est-ce que Meryl Streep serait aussi bonne en comédie qu'en drama? Et elle a très vite, encore là, une fois, rassuré avec un timing de la comédie hors norme qui lui vient plus que probablement de sa formation théâtrale.
Par la suite, autre changement, là vraiment on est dans la période de sa carrière où Meryl Streep a tout fait. The River Wild, où elle joue une femme dans un film d'action. Premier rôle pour une femme dans un film d'action, inexistant à l'époque. Ici son engagement se retrouve aussi dans l'histoire un peu de ce film, puisque sur les affiches du film on voulait la mettre avec une arme à feu à la main. Elle a mis le poing sur la table pour ne pas le faire parce qu'elle disait que l'avoir avec une arme à la main c'était faire la propagande et la publicité des armes à feu, ce qu'elle ne voulait pas. Alors bien entendu, beaucoup d'autres films se sont ajoutés à la panoplie des rôles de Meryl Streep, mais je saute jusqu'à celui de Miranda Priestly, que vous connaissez peut-être, dans Le Diable s'habille en Prada, qui est probablement le plus iconique et significatif de sa carrière pour plein de raisons. Alors évidemment, personnellement, je l'aurais écrit sans même vérifier, mais quand même, j'ai fait mes recherches, je dis pas ça uniquement parce que j'adore ce film et parce que j'adore ce rôle, c'est littéralement un rôle iconique. C'est là qu'on va se rendre compte de sa stature d'icône du cinéma, et pourtant c'est une comédie, un film qui, à la base, personne ne pensait qu'il allait autant influencer la culture et la pop culture principalement. Ce film, évidemment, a donné plus qu'un énième succès à Meryl Streep. À l'époque, c'était le plus gros box-office de Meryl Streep. Il lui a permis d'élargir son aura auprès de plusieurs générations, mais également de renforcer son côté iconique. Le film a même permis à Anna Wintour de devenir elle aussi plus iconique auprès d'un grand public. Elle fera l'objet d'un autre iconique très rapidement. Elle travaillait bien et personne ne pouvait faire ce qu'elle faisait. La rumeur disait qu'elle était contre ce film, mais est tout de même venue à sa première à New York, habillée en Prada. Le film a eu un retentissement culturel inattendu, je le disais, et se retrouve dans plein de sketchs à la télé, sur internet, jusqu'à devenir un mème entier, et c'est son rôle le plus emblématique. Il s'agit du plus gros succès que Meryl Streep ait eu dans sa carrière, jusqu'à l'arrivée de Mamma Mia. Et en parlant de Mamma Mia, tout le monde était surpris que Meryl Streep accepte ce rôle, mais à l'inverse, Meryl Streep était d'autant plus surprise qu'on lui propose ce rôle. Elle était évidemment ravie. Ce sera un très très gros succès commercial puisqu'il fera 600 millions de dollars au box-office. Et ici, elle a cassé enfin le toit de verre en prouvant qu'une femme de 59 ans pouvait encore être une star rentable, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Par la suite, elle jouera Margaret Thatcher dans Iron Lady, qui lui vaudra sa 17e nomination aux Oscars et 3e Oscar. Le film était produit alors par Harvey Weinstein, une des premières personnes qu'elle a remerciées lorsqu'elle a gagné le Golden Globe pour ce film, une déclaration qui reviendra des années plus tard dans l'affaire Weinstein. I just want to thank my agent Kevin Uvain and God, Harvey Weinstein, The Punisher, Old Testament, I guess. Alors vous l'avez peut-être senti venir dans la première partie de ce podcast, son art est souvent entremêlé avec son engagement, ce qui est le sujet de ma partie 2. On va parler de Meryl Streep, l'engagée. Les droits humains et des femmes, le changement climatique, la liberté de la presse, le mouvement Time's Up en réponse à MeToo, nombreux sont les combats de Meryl Streep. Je le disais, elle se fonde à 100% dans chaque personnage, entre apprendre le polonais pour jouer une mère polonaise dans Le Choix de Sophie, jusqu'à changer complètement de style pour Le Diable s'habille en Prada. Elle a rarement joué 2 fois le même personnage. À la place de ça, elle est parvenue à étendre son jeu pour avoir des rôles inhabituels et plus compliqués, alors qu'à l'époque, la plupart des autres actrices devaient se contenter du rôle basique de la femme solidaire du mari, la mère qui donne tout pour ses enfants, bref, la femme qui se met en retrait pour laisser plus de place au rôle principal, celui de l'homme. Et Meryl Streep ne voulait pas ça. Elle était plus intéressée d'humaniser quelqu'un qu'on n'aimerait pas de prime abord, alors que de jouer la femme aimée par définition, à savoir l'épouse, la mère, la prostituée, la secrétaire, ce n'était pas pour elle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas hésité à dénoncer le sexisme dans le cinéma bien avant que cela soit à la mode. À la sortie de Pretty Woman, par exemple, elle n'a pas hésité à tacler le film. Dans son discours à la première conférence des femmes du Screen Actors Guild en 90, j'en parlais. Elle y parlait de la place de la femme et déjà de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, un sujet qui lui vaudra de devenir un mème 25 ans plus tard aux Oscars, quand elle applaudira vigoureusement le discours de Patricia Arquette sur le même sujet, comme quoi certaines choses et certaines lignes ne bougent toujours pas. À l'époque, elle a été étiquetée comme l'actrice compliquée, l'actrice fâchée, alors que bon, elle demandait juste l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors au départ, Meryl n'aimait pas trop partager son avis parce qu'on cataloguait vite les femmes qui osaient parler comme des femmes compliquées. C'est ce qui est arrivé un peu à Jane Fonda, qui était connue pour son engagement politique, notamment contre la guerre du Vietnam. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après la naissance de ses enfants, il était important pour elle d'utiliser sa plateforme et de faire résonner certains messages. Elle en parle d'ailleurs dans un discours quand elle voyait tout ce qui était mis à mal dans la société, dans le monde, l'écologie, les inégalités, la cause LGBT. Il fallait
qu'elle parle alors qu'elle aurait préféré rester chez elle. The weight of all my honors is part of what brings me here to the podium. It's against every one of my natural instincts, which is to stay the fuck home. It's hard to stand up. It's hard. I don't want to do it. And the only way you can do it is to feel you have to. You have to. You don't have an option. You have to. Stand up, speak up, act up. Une autre cause importante pour Meryl Streep, l'environnement, et ce depuis 88, lors de son tournage de A Cry in the Dark, un film génial aussi, je vous le conseille, qui a été tourné en Australie. Elle était préoccupée alors par le trou de la couche d'ozone, je vous rappelle qu'on est en 88, et les conséquences sur la vie des Australiens. Elle s'est renseignée alors sur le sujet et au fur et à mesure est tombée sur une étude sur les pesticides aux USA et à quel point les enfants y étaient en contact. Elle est alors partie à la rencontre avec l'association à l'origine du rapport, et la loi qui était bloquée depuis 12 ans, obligeant les entreprises à lister les pesticides sur leurs produits, est enfin passée. Et politiquement aussi, elle n'a pas hésité à parler publiquement. Très tôt, elle s'est opposée à Bush contre la guerre en Irak, mais c'est surtout avec Donald Trump que Meryl Streep est montée au créneau, comme beaucoup d'autres artistes à l'époque. Pour le coup, il était, entre guillemets, commun de s'attaquer à cette personne politique qui, elle, n'hésitait pas à rabaisser d'autres personnes, notamment un journaliste handicapé qu'il a imité lors de ses discours et qui avait poussé Meryl Streep à en parler vigoureusement au Golden Globe. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Ce qui a probablement poussé le président Trump à tweeter que Meryl Streep était l'actrice la plus surcotée de l'histoire, une sortie qui avait fait pas mal de bruit alors à l'époque et qui avait poussé encore une fois l'actrice à répondre. I am the most overrated and most over-decorated actress who likes football of my generation. Cet extrait est issu de son discours lorsqu'elle a remporté un prix qui récompense les alliés de la cause LGBT. Cette cause était également importante pour Meryl Streep puisqu'elle a apporté son soutien au mariage gay au Golden Globe, encore une fois, 11 ans avant que la Cour suprême ne le rende légal aux États-Unis. Et dans son discours, elle parle d'ailleurs de son attachement à la communauté, et ça depuis le plus jeune âge, et à quel point les choses ont certes évolué aujourd'hui, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour une meilleure inclusion et égalité. Dedicate to my gay and trans teachers, colleagues, mentors, friends, all of whom should take the credit for me being up here, because they taught me from a very young age the very best lesson, and that is to be yourself and love. Most of the advances in acceptance and advocacy and law have come straight from the work of this organization. Well, I don't know how straight it was, but you have made the lives of people I love better, stronger, and safer. Et bien entendu, un autre combat important pour elle, l'égalité homme-femme, vous l'avez senti venir, j'en parle depuis le début, et quand en 2015 on lui a demandé si elle était féministe, elle a répondu d'ailleurs qu'elle était juste humaniste avant tout, pour une égalité, mais ça n'a tout de même pas empêché de se positionner pour améliorer la place des femmes dans l'industrie du cinéma bien entendu, mais plus largement pour corriger la place de la femme dans l'histoire, vu qu'elle en a souvent été effacée. Et j'en parlais, elle a failli être mise à mal par l'affaire Weinstein, puisqu'elle a collaboré avec le producteur plusieurs fois, et qu'il semblait alors impossible pour plusieurs personnes de ne pas savoir. C'est arrivé sans que je le sache. Si j'avais su, j'aurais pu changer l'histoire. Je n'étais pas consciente. Et en fait, il s'assurait que les personnes qui comptaient pour lui ne savaient pas ce qu'il faisait. C'était comme ça qu'il menait ses affaires. J'avais de la valeur pour lui et ça me rend malade que j'attirais les femmes chez lui parce que je lui donnais une sorte de crédibilité. Et cela me tue. Elle s'en sera toujours défendue jusqu'en 2018 où elle a participé avec 300 femmes d'Hollywood au mouvement Time's Up, qui n'est apparemment pas seulement un jeu de mime, mais aussi une initiative visant à protéger les femmes du harcèlement et de la discrimination. Alors on le voit aujourd'hui, elle parle plus qu'auparavant, on le sent quand on s'intéresse à Meryl Streep l'engagée.
On voit au début que c'était un peu plus timide, mais aujourd'hui évidemment elle se rend bien compte de sa stature et a peut-être moins peur des représailles, se sent plus légitime, mais également parce que les acteurs de manière générale parlent plus, utilisent de plus en plus leur communauté pour transmettre des messages. Elle est là aussi le reflet de notre société en tant que femme, au-delà des films qui le sont à peu près tous d'une certaine façon, le reflet de notre société, mais même elle, dans ses messages, a su être le reflet de notre société aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles nous l'aimons tant, vous allez le voir, et parce que oui, ce talent, cet engagement varié, mais toujours constant, même si parfois un peu discret, ont fait d'elle une des actrices préférées du public et des institutions professionnelles. Mais alors pourquoi l'aimons-nous tant? Je vais y répondre en partie 3. Alors cela va sans dire que Meryl Streep est talentueuse et engagée dans de nouveaux combats qui au final nous touchent tous, mais alors pourquoi l'aimons-nous tant? Les icônes de notre société deviennent iconiques pour plusieurs raisons en fonction de leur carrière, mais la plupart du temps c'est parce qu'elles nous touchent d'une certaine façon. Que ce soit une chanson ou un film qui résonne en nous et dans notre histoire, ou tout simplement ce qu'ils créent soit un reflet de notre société et donc nous parle, et dans le cas de Meryl Streep c'est tout à fait ça. Ses choix de carrière l'ont rendue accessible, car les rôles qu'elle jouait pouvaient parler à toutes les femmes, mais aussi à beaucoup d'hommes. Déjà au tout début de sa carrière, on retrouve des sujets qui sont actuels aujourd'hui, mais qui à l'époque n'avaient pas du tout d'écho, n'étaient pas du tout entendus. Kramer contre Kramer, par exemple, est plus qu'un film sur le divorce. Au final, c'est un film sur la dépression postpartum dont on ne parlait pas du tout à l'époque. Et toute sa carrière, la plupart de ses films, aura été marquée par ces changements sociaux qu'on peut retrouver dans l'histoire de ces personnages. Et ici, dans Kramer contre Kramer, elle joue un rôle que beaucoup d'hommes et de femmes aussi auraient pu détester, puisque Meryl Streep abandonne tout de même son enfant. Mais même, quand même, encore une fois, on a de l'empathie pour cette femme. Et cela joue beaucoup dans le fait qu'elle a réécrit la plupart des scènes emblématiques du film à la demande du réalisateur. Et c'est la puissance du jeu de Meryl Streep, c'est qu'elle parvient à nous faire aimer une personne qui sur le papier est détestable. Et c'est la même chose avec Miranda Priestly par exemple dans Le Diable s'habille en Prada. Et les films de Meryl Streep résonnent donc aujourd'hui parce qu'elle est toujours allée à contre-courant de ce qu'on lui disait de faire, à savoir rester à sa place de femme et n'être là que pour que l'homme brille et pas elle. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance de son œuvre et de plus en plus de jeunes générations, mais aussi des anciennes qui seraient peut-être passées à côté de ces films, se refont la filmographie de Meryl Streep tant elle est devenue iconique. Quand on les regarde, ils sont encore aujourd'hui criants de modernité. Alors Kramer vs Kramer, j'en ai beaucoup parlé. La mort vous va si bien qui aborde le vieillissement dans l'industrie du cinéma et le fait que les femmes se battent pour une seule chose, l'attention des hommes, ou encore Silkwood qui aborde un sujet écologique. Mais malgré tout, tous ces rôles, bien que soulignant des problèmes sociétaux, ils ne sont pas moralisateurs. Son travail met en avant certaines problématiques sans barber le public. Et c'est pour cela également qu'elle a toujours tenu à distancer ses propos publics de ses rôles, pour ne pas semer la pagaille comme ça l'a pu être pour Jane Fonda, où très rapidement on l'a vue comme l'actrice chiante qui va nous parler de la guerre, du nucléaire, de l'environnement. C'est comme ça qu'étaient vues les femmes à l'époque. Mais tout ce qu'elle a produit sont des films qui parlent surtout de la vraie vie, et c'est sa force. Plusieurs acteurs se perdent un peu dans leur rôle ou se retrouvent emprisonnés dans un type de rôle jusqu'à ce qu'ils soient assignés à une case, un type de personnage toute leur carrière. Mais ici c'est elle qui prend le contrôle. Dans chacun de ses rôles on retrouve un peu d'elle et au final c'est à elle, à Meryl Streep qu'on s'attache, qu'on finit par aimer, peu importe ce qu'elle joue. Et même en interview, on se rend vite compte qu'elle est naturelle et entière. Mais la raison principale pour laquelle elle fait ça, pour laquelle elle se présente normale entre guillemets, c'est qu'elle avait peur d'attiser la jalousie. Imaginez, vous êtes une des meilleures actrices de votre génération, tout vous sourit, vous avez des super films qui marchent super bien au cinéma, vous avez plein d'Oscars, plein de récompenses, tout ça, ça attire quoi? Ça attire de la jalousie. T'es obligé pour elle de garder les pieds sur terre, d'une part, mais d'autre part aussi le montrer pour que son succès et son talent ne lui retombent pas dessus. Malgré tout, toute sa carrière, elle a osé prendre la parole pour au final, à 70 ans, être aussi bankable que Jennifer Lawrence. Toute sa vie, elle a réussi à évoluer dans une industrie qui n'est pas facile pour les femmes et encore moins pour les femmes de plus de 40 ans. Et donc ici, son parcours force vraiment le respect et elle a vraiment créé une voix pour des centaines et centaines d'actrices. Et c'est pas pour rien que énormément d'acteurs se rendent bien compte qu'ils ont face à eux une icône du cinéma et tout le monde semble adorer Meryl Streep. Viola Davis. You make me proud to be an artist. You make me feel that what I have in me, my body, my face, my age, is enough. Jim Carrey. There is no bad film on this woman. Nothing. There are no flaws. You're simply the best! Jennifer Lawrence. Is Jennifer Lawrence becoming a chameleon like Meryl Streep? No. Absolutely not. I don't have the talent threshold. Halle Berry. Meryl Streep is an American treasure. Cher. She uses her voice like she does everything else
with amazing grace. Robert De Niro. I remember I was immediately struck by how unique she was, how wonderful she was. Melissa McCarthy. And I turned around, she goes, "Hi, I'm Meryl." And then I really didn't know what to say, so I just kept going, "Oh my God, you're Meryl Streep! Oh my God, you're Meryl Streep!" Je pourrais continuer comme ça, des heures et des heures. Je le disais, évidemment, la raison principale restera toujours son talent, c'est la base de tout. Et enfin, elle n'a pas hésité à parler publiquement de sujets sensibles tout en gardant une certaine distance. En gros, utiliser son mégaphone de superstar pour mettre certaines problématiques dans la lumière tout en laissant les professionnels du secteur faire le reste. On l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans l'écologie, dans la cause LGBT ou même dans les associations pour les femmes. Et son statut d'icône se nourrit de ça. Même si elle ne se sent pas comme une icône, il faut bien dire, elle est ce qu'elle est. C'est une icône, elle ne se sent pas comme telle, elle l'a dit quand elle a reçu l'Icon Award en 2014. Et c'est d'ailleurs la toute première phrase de mon générique. I don't feel like an icon. Most of the days I feel like I can't. Il était donc impossible pour moi de ne pas faire un iconique sur Meryl Streep et j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup à tous d'être restés jusque-là, de m'avoir écouté. J'espère, comme je le disais en préambule, que ce podcast a renforcé votre amour, votre admiration, votre adoration, you name it, pour Meryl Streep. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, on peut en discuter, ça peut être sympa. Si au contraire, vous êtes indifférent de Meryl Streep, mais que vous êtes resté jusque-là et que ça vous a rien fait, venez m'en parler, ça pourrait être intéressant de discuter. @IconicPodcast sur Instagram et Facebook principalement, et sur YouTube, je le disais au tout début de ce podcast, donc j'espère qu'on pourra s'y retrouver. C'est une fois par mois, et dans un mois, on va parler d'une autre personne iconique, et on va parler de la musique, et ce sera avec Beyoncé. Je vous dis à très vite, au revoir.